ce nouvel épisode du Baratéo, le numéro 7. Nous allons parler de la version 1.5.1. Je serai toujours accompagné de Benito. Salut les généraux. Et avec nous, deux invités exceptionnels, Nicolas et Olivier. L'objectif de ce soir, ça sera de voir l'impact de cette fac sur chaque armée. On évitera de détailler chacune des cartes. Donc, s'il y a besoin, on le fera, mais ce n'est pas le sens de l'émission. On va présenter nos deux invités. On va commencer par Nicolas. C'est ça, donc Nicolas ou Chabalou, c'est mon pseudo. Je viens de Pau, voilà, dans le sud-ouest, en bas à gauche. Joueur du Trône de Fer depuis mai-juin, quand j'ai pu mettre la main sur une boîte. J'avais vu quelques vidéos, j'avais trouvé le jeu assez sympathique. J'adore l'univers. Et voilà, ça m'a permis de faire... C'est pas ton jeu de base, d'origine. Hein. Non. Tu viens de Games Workshop, Warhammer 40 000. Essentiellement 40 000, une dizaine d'années de tournois, à tout niveau, championnat du monde, championnat de France, j'en passe. Et donc voilà, j'ai effectivement fait une sorte de grand écart en passant d'un jeu où il y avait pléthore de figurines à un espace où c'est quand même plus... Il y a moins de figurines, mais j'ai trouvé une respiration et une profondeur dans le jeu que je ne retrouvais plus. Donc j'ai fait le grand saut et j'en suis très content et je reviendrai en arrière pour rien au monde. C'est vrai que tu avais un très bon niveau à 40 000. Tu as ton côté compétitif et tournoyeur qui est présent et qui est assez agréable parce que tu apportes pas mal au jeu. Je te remercie. Et avec nous donc aussi on a Olivier ou le joueur masqué. C'est ça, qui est démasqué ce soir. Bonsoir. Alors moi du coup je suis dans l'Oise, dans les Hauts-de-France, à la frontière avec l'Île-de-France. Je fais du jeu de figurines depuis environ une vingtaine d'années. Moi j'ai commencé avec Confrontation. En fait, à l'époque je faisais pas encore du tournoi. Puis après je suis parti dans tous les sens. J'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait un peu de compétition Warhammer 40 000, un peu de Warhammer Battle aussi, pas mal de War Machine avec un niveau très très faible. J'ai adoré ce jeu. En War Machine, c'était exigeant quand même. Ah ouais, c'était dur, c'était dur. Genre, j'ai dû faire preuve de beaucoup d'humilité. Ouais, je comprends. En bas de classement. En 2011, j'ai fait un virage. Je suis parti faire du jeu de figurines historique. Complètement laissé tomber fantastique, que je trouvais complètement sclérosé. Je trouvais qu'on tournait en rond, que tous les jeux se ressemblaient, escarmouches, il y avait des cartes, toujours la même capacité, etc. Et là, je fais beaucoup de compétitions sur Art de la Guerre et Saga. Et puis, je suis revenu avec le Trône de Fer qui m'a fait de l'œil, la boîte de Sauvageon, et sur les conseils d'un ami, puisqu'on a Trône de Fer, on retrouve quand même pas mal de petites choses qui existent dans Saga. Et avec des nouveautés, bien évidemment, qui font tout l'intérêt et tout le sel du jeu. Et je cherchais surtout un jeu compétitif, ce qui n'était pas vraiment le cas de Saga. Et donc par contre, tu es très spécialisé Sauvageon. En entraînement, je touche un petit peu à tout, mais effectivement, en tournoi, je ne fais que du Sauvageon. Ouais. Au début, ça a été très très difficile et j'étais vexé de ne pas y arriver, donc j'ai voulu persévérer. Et puis aujourd'hui, ça fonctionne, donc je suis content. Ah ouais, il y a de bons résultats là, des Sauvageons et de toi-même, il y a des très bons résultats aussi. On va attaquer le vif du sujet. La 1.5.1. Donc deux petites mises à jour sur la règle générale. Plutôt une fac, la première, qui est une précision sur les tirs. Oui, ça tombait sous le sens, ça c'est juste un éclaircissement pour ceux qui cherchaient un petit peu l'exploit de règle. Hein, quoi. Effectivement, c'est une bonne chose de le retirer. Après notre fac sur le mode de jeu, Clash of Kings. Ça mérite de clarifier les choses. Après, disons que ça va devenir plus complexe. Et je pense qu'ils l'ont fait aussi avec l'arrivée de Jacken. Tu l'as l'attachement, tu remplaces une figurine. Si ça meurt, comment ça se passe? Est-ce que tu as des copies? Ainsi de suite, quoi. Tu avais déjà avec Take the Black la carte de la Night's Watch. Donc je pense que c'est bien d'avoir expliqué ça. Pour que tout le monde soit OK, ces personnages, ces effets... Lorsque ces unités sont redéployées. Notre unité revient neuve, propre, lavée de tout pion qui pouvait l'embêter ou de cartes à attachement qui pouvaient la gêner. Donc au niveau fac général, il n'y a pas grand-chose. Et maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Et là-dessus, on compte sur toi, Olivier. On en parler plus, puisqu'on va parler des Free Folk, du peuple libre.
Moi, je pense que c'est un gros impact. Notamment là en plus, je suis en pleine préparation du Master of Westeros qui arrive donc dans une semaine environ, une semaine et demie. Et du coup, il faut revoir son jeu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on voulait. Bon, tout était quand même jouable en sauvageon, hein, en amical et pour le plaisir. Maintenant, quand on voulait être compétitif, clairement, on jouait 2 unités. On jouait les raiders, grâce au fait qu'ils coûtent pas cher, ça permet de multiplier les activations. Et leur compétence insignifiante qui fait qu'ils rapportent pas de points, ça permet d'aller engluer l'ennemi, ça permet d'aller se sacrifier pour gagner du temps et de temporiser. Et la deuxième unité qui était jouée, l'unité de Cave Dweller, qui était une des unités les plus rentables, je pense même du jeu en général, et clairement la plus intéressante, c'est les Sauvageons. Parce que pour 5 points, on avait une unité avec un moral de 4. Donc très tanky. Armure de 6, mais en fait, si l'adversaire n'avait pas énormément de dés, au final, ça reste une unité qui était capable d'encaisser grâce à son moral. Et avec les berserkers ou des unités capables de balancer 10 dés qui pouvaient vraiment leur faire mal à cause de leur faible armure. Mais à côté de ça, avec leurs 3 règles spéciales, c'était très impactante. Et au corps à corps, elle continuait, même en étant engluée, elle continuait de taper, puisque on avait le choix entre 3 règles spéciales par tour. Et aujourd'hui, ça s'est terminé. Ça reste une unité tanky, mais le grand changement, c'est qu'à l'impact, elles peuvent plus choisir de règles spéciales. En fait, il faut que l'adversaire ait perdu au moins un rang pour choisir une compétence. Et ça change tout. Ce qui fait que c'est une unité qui devient malheureusement quasiment inutile juste pour ce point-là, en fait. Parce qu'au final, on a une unité qui va jeter 7 dés, toucher à 4+, on a mieux partout ailleurs. Ouais, ça fait à tout casser 3 touches, quoi. Les 4 touches avec un peu de chance en moyenne, quoi. Et derrière, on a Ball Thundering. On a perdu en plus définitivement Vicious, Cruel en français. Ouais. Ce qui fait qu'on a du coup une unité qui est hautement spécialisée pour aller finir des unités déjà entamées. Mais du coup, c'est trop spécifique en fait, c'est trop spécialisé et on peut pas se permettre d'aligner ce genre d'unité là en fait. Donc au revoir les Cave Dweller, en compétitif en tout cas. Malheureusement. Je sais pas si vraiment ils disparaîtront, mais peut-être certains joueront une unité. Une unité avec Arma et son porte-bannière, ça lui permet d'avoir la compétence Vicious grâce à l'ordre du porte-bannière. Donc ça peut se faire. Ouais, ça fait un bon finisseur. Est-ce que tu as besoin de 3 ou 4 unités pour finir d'autres unités? Ouais, je pense que tu as peut-être raison, quoi. Je pense surtout qu'on n'a pas besoin de finisseur, en fait, on a surtout besoin de pouvoir entamer très fort, en fait. Parce que c'est un peu la difficulté du sauvageon, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dés, on touche mal en général. Donc il nous faut des trucs qui tapent et qui tapent vite, ou qui tapent mal mais qui sont pas chers. Et donc on a les raiders en fait, du coup qui tapent mal et qui sont pas chers. On n'a pas besoin d'avoir des Cave Dweller pour ça, quoi. Ça coûte trop cher. C'est là qu'intervient le géant, du coup. Très bonne observation, Nicolas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, je l'ai remis sur la table. Enfin, on sait que beaucoup de personnes savent, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai hurlé au scandale sur les géants pendant des mois. Mais aujourd'hui, le géant encaisse très fort, très très fort. Et il tape un petit peu mieux en plus. Et surtout, on va pas parler d'une immunité, mais il a une bonne résistance au test de panique. Ce qui était sa grosse faiblesse auparavant, puisqu'aujourd'hui, sur un test de panique, il peut pas subir plus de 2 blessures, même avec les cuts and down et toutes les capacités spéciales, c'est 2 blessures maximum. Du coup, le géant, maintenant, il a une encaisse de fou, quoi. Cette mutation du géant est assez forte, déjà avec rien que 6 points de vie. Le point de vie supplémentaire est énorme avec sa capacité. Ça fait une très grosse différence, ouais. Le problème, c'est qu'il coûte plus cher que les autres unités du peuple libre. Tout à fait, il coûte plus cher. Maintenant, ça reste un bon palliatif au Cave Dweller actuellement. Il va pas prendre la frappe, il va pas frapper, mais en fait il va encaisser mieux que des Cave Dweller. Donc il va pouvoir faire le boulot là-dessus. Il tient les objectifs et en plus depuis c'est la 1.4 si je me trompe pas. Le fait que les solos puissent contester les objectifs avec leurs points de vie restants, c'est ça en termes de scénario, il est devenu formidable. Auparavant, il ne supportait pas la comparaison avec le Cave Dweller, donc du coup il n'était pas sorti, mais maintenant que le Cave Dweller a totalement disparu et que le géant a eu ce buff,
Là, on va en voir au moins un sur quasiment toutes les listes du peuple libre, quoi. Le seul inconvénient qui existait déjà avant, c'est les cartes de commandement qui sont plus difficilement jouables sur le géant que sur les unités de masse. Tout à fait. Bah, c'est quelque chose à prendre en compte. Prendre un géant, c'est un vrai choix. Prendre plusieurs géants, là tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je dis qu'un géant, ça va sortir régulièrement. Plusieurs géants, faut le vouloir aujourd'hui quand même, parce qu'effectivement, le deck sauvageon va pas du tout tourner sur ce solo, sur cette créature-là, quoi. Est-ce qu'ils auraient pu modifier les cartes de commandement dans une fac? Est-ce que ça vous paraît jouable? Non, je pense que le seul truc qu'ils ne toucheront pas, c'est les cartes de commandement, quelle que soit la faction. Je crois que c'est une volonté, hein. Les cartes d'unité, ils peuvent les faquer dans tous les sens, tu t'en fous, tu prends l'appli officielle, tu imprimes ta liste, ça pose pas de problème. Les cartes que tu vas manipuler régulièrement, donc les cartes commandement, pour moi, ils n'y toucheront jamais. Ouais, c'est l'identité d'une faction. Ouais. Au global, quand tu regardes un peu les cartes de chaque faction, tu retrouves quand même l'identité de ce qu'ils ont voulu faire. Et après, c'est les cartes d'unité, ainsi de suite, et les personnages qui s'articulent autour de ça. Mais c'est quand même la clé de voûte du système, hein, le deck tactique, je trouve. Non, puis je pense que c'est même au niveau game design, en fait, c'est un élément que tu peux pas faquer, tu peux pas remettre tu peux pas le réimprimer, enfin, il faudra qu'ils réimpriment les decks, qu'ils les redistribuent lors d'événements. Ça serait trop compliqué. C'est plus facile de remettre à jour les unités et de garder cette espèce d'épine dorsale qui est effectivement le deck de commandement que lui de le remodifier, en fait. C'est pas rentable pour eux. Après, il y a un truc pas mal qui a été fait avec les Baratheons. Il y a un UNC qui fait changer des cartes. Est-ce que ça serait pas un truc intéressant à faire sur les free folk pour ajouter des cartes sur les géants, des choses comme ça? Bon, après, moi, honnêtement, je pense vraiment actuellement que le géant n'en a pas besoin. Depuis la mise à jour, je les ai pas mal testés. Ouais. Je pense vraiment qu'il en a pas besoin, en fait. C'est déjà devenu une bonne unité. On va pas dire une très bonne, mais c'est devenu une bonne unité. Voilà, Alors qu'auparavant, c'était catastrophique, quoi. La seule petite contrepartie, au final, c'est que ça tourne pas très très bien avec le deck de commandement, justement. Bon, après, en fait, au final, quand on joue Peuple Libre, on se fait vite à l'idée que son deck, je pense quand même que c'est un des decks les moins intéressants de tous les decks qui sont sortis actuellement. Mais on apprend à jouer sans, en fait, réellement. Et pouvoir le jouer, ça reste que du bonus. Et quand tu joues un géant, à côté, on sait très bien qu'on a pléthore de raiders, et peut-être une autre unité particulière, mais ce qui fait l'ossature d'une armée Free Folk aujourd'hui, c'est le raider. Du nombre, on en aura toujours, surtout avec l'arrivée des skin changers qui vont nous permettre d'avoir des petits ours en plus, etc. On aura toujours du nombre. Oui, on va déjà circuler quelques listes Peuple Libre avec beaucoup de skin changers. On se dit, oh là là, c'est quoi toutes ces activations qui vont nous tomber dessus? Alors attention, c'est pas le sujet ce soir, mais ce ne sont pas des activations supplémentaires puisque l'ours s'active en même temps que son skin changer. Donc quand tu actives l'unité avec l'attachement, tu dois faire suivre l'activation de l'ours en fait. Donc c'est pas séparé, ça fait pas d'activation supplémentaire. C'est juste une marée grouille, ça va grouiller sur la table. C'est juste ça. Mais tu vois, moi dans ma tête, tu vois, c'était une activation supplémentaire. Ah, moi aussi j'aurais voulu. C'est d'abord le skin changer, c'est ça, avant l'animal ou enfin dans le cas de l'ours? Ou tu peux faire l'ours d'abord et ton unité en suivant? Alors, je dois avouer que là, tu me prends dépourvu. J'ai pas le détail, j'ai pas retenu. Et les autres gros changements qui t'ont marqué, qui vont impacter le méta, tu l'as un petit peu abordé. Tu as eu la bannière de Arma qui est passée gratuitement, donc forcément, on va la jouer. Ouais. Forcément, elle sortait jamais. Aujourd'hui, elle est forcément avec Arma. C'est un petit bonus supplémentaire qui est sympathique. Maintenant, ça va pas révolutionner les listes. On a les Followers of Bones qui ont eu un petit up avec une stabilisation, une augmentation du nombre de dés à lancer, avec aussi surtout l'ajout d'une compétence, la capacité cruelle, ou vicious en anglais, qui les rend beaucoup plus offensifs. Donc là on voit aussi qu'ils ont voulu travailler sur la spécialisation des unités, donc le Cave Dweller qui va être le finisseur, alors qu'auparavant il prenait effectivement l'impact, il allait à la filoche directe. Aujourd'hui ce sera le travail des Followers of Bone, qui sont la vraie unité offensive. Bon, malheureusement ils ont toujours un moral pitoyable et une armure catastrophique. Pour 6 points
c'est pas évident de les placer, mais on en verra parce que ça cogne. Et le très très gros changement vient des Bone Lords Chosen, l'unité unique, voilà, l'unité d'élite à 8 points, qu'on voyait pas parce qu'elle était liée à un des pires généraux de l'armée, Rattleshirt, hein. Mais aujourd'hui, elle est plus obligée d'être attachée à ce général, elle peut aussi être attachée à Rattleshirt attachement, qui s'appelle... bon, je sais plus, mais bon, il peut être attaché soit à Rattleshirt général, soit à Rattleshirt attachement. Sachant que c'est un très bon attachement qui donne à l'unité Preon Fear, elle se soigne dès qu'un ennemi va rater un test de morale, et en plus il peut charger sur les épées gratuitement, sur les épées du plateau politique. Donc de nouveau, ils leur ont rajouté 2 compétences. Je sais plus si c'est 2 compétences qui attendaient. Hop, qu'est-ce qu'ils leur ont rajouté? Vicious. Ils ont cruel, oui. Ah oui. Et auparavant, ils avaient Preon Fear. Donc la capacité de soin qu'ils leur ont retirée pour leur mettre Cut Them Down. Alors excusez-moi, je sais pas comment c'est en français. Mais c'est la compétence qui permet de faire 2 blessures supplémentaires à un ennemi engagé lorsqu'il rate un test de panique. Sachant qu'ils ont horrifique visage. Donc quand on veut les frapper, on fait un test de panique. Quand ils frappent, ils ont cruel. Ça devient une unité... c'est d'une violence sans nom, quoi. Après, elle est chère. Elle est chère parce qu'elle coûte 10 points, puisque tu dois payer au moins l'attachement. Ouais. Si tu veux pas jouer le général, ce qu'on veut pas faire en général, quoi. Donc elle coûte 10 points. Et en plus, comme elle est très sensible à ces annulations de capacité, donc par exemple un Walderfrey, tu as tendance à vouloir jouer Ygritte juste pour la couvrir. Ce qui fait qu'au final, ça revient à faire une unité qui coûte à peu près 13 points. Donc c'est un vrai choix de jeu. Et c'est sûr que si tu choisis de jouer cette unité dans ta liste, ce sera ton unité centrale et tout se fera autour de celle-ci. Maintenant, on a aussi une carte qui permet de faire revenir des unités, etc. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc très très grosse unité, extrêmement violente, et je pense qu'elle va terrifier pas mal de joueurs sur la table. Il y a eu d'autres petites modifs, réduction de coût, d'attachement. On a eu un bon changement sur Mance Raider en général, qui devient intéressant, mais il a toujours de mauvaises cartes tactiques, ce qui est un peu triste. On a aussi Styr. Ouais, Styr qu'on voit dans toutes les listes, qui devient plus cher. Il est fort, Styr aussi, quoi. Ouais. Alors, ce qui est assez rigolo, avec les géants, ça marche bien, Styr. Alors Styr, ça marche sur tout, hein. Ouais. Même sur un raider, c'est super fort, hein. C'est super fort sur tout, quoi. Ça reste des 3 blessures directes. Après, ils ont augmenté son coût. Je trouve ça très bien qu'ils aient augmenté son coût. Mais ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'ils ont changé... ils ont retiré une de ces restrictions qui faisait que ces blessures n'étaient ajoutées qu'aux attaques de mêlée. Maintenant, ça fonctionne aussi sur le tir. Donc sur un tir de Spearwise ou sur un tir de Trapper, tu peux prendre les D3 blessures supplémentaires. Ouais, c'est vrai, c'est un détail important, c'est vrai. Je l'avais pas vu, et je l'ai découvert il y a quelques soirées, là, et je me suis bien amusé avec. Des petits tirs de Spearwise dans un corps à corps avec engagé avec un géant, notamment. Toi, tu tires avec ce tir dessus, pouf, pouf, pouf. C'est plutôt sexy. Ouais. Voilà. Après, effectivement, quelques petits ajustements de coût par-ci par-là, notamment une réduction du coût des Spearwise et le coût du Jarl aussi. On a fait à peu près le tour, donc des changements bienvenus, j'aurais envie de dire, en termes de conclusion. Peut-être un petit peu trop fort sur le Cave Dweller, ils ont tapé un peu dessus, un peu trop fort. Mais sinon, pour le reste, ils sont bien dans l'optique, ce qu'ils avaient annoncé, de vouloir vraiment donner un rôle spécifique à chacune des unités. Ça, c'est très intéressant. Ouais, je suis d'accord, j'ai bien apprécié ces changements au niveau du peuple libre. Il faut voir aussi avec le changement sur le moral de la fac précédente, ça se voit dans un ensemble. En fait, il y a une cohérence sur le peuple libre, des unités qui changent, le géant qui revient un peu, et globalement la bonification sur le moral, parce que c'est vrai que ça fondait comme neige au soleil. Là, c'est quand même vraiment plus la même, quoi. Il n'est pas improbable qu'on voit une avalanche de sauvageons franchir le mur par je ne sais quel trou dans les prochains tournois rapidement. Déjà dans ceux de début février, là, on a déjà vu une belle vague. Oui. On attaque les Stark. Tu veux chercher des mouchoirs ou pas? Ouais, non, j'ai envie de dire, de toute manière, les grands dash, elles avaient déjà pris cher à la précédente fac.
Le seul petit lot de consolation, c'était leur vitesse qui passait à 5. Là, elle redescend à 4. Et tu perds le plus aussi pour Là, ils toucher. perdent leur plus 1 pour toucher. Tu sais quoi, remets-les dans la boîte, sors des berserkers tout simple en fait pour faire ça. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je suis Ouais, assez ils ont- d'accord ils avec ont toi. pris Je pense trop que cher, c'est un petit peu trop aussi. Ouais, eux, ils ont vraiment pris vraiment trop cher. Je pense que le précédent ajustement était bien. Là, ça fait beaucoup, quoi. Et ma préférée, Sansa, qui s'est pris un petit nerf qui est pas spécialement pénalisant. C'est vrai que tu pouvais l'utiliser pour aller chercher une carte aussi bien dans ton deck que dans ta défausse. Bon, bah là, t'es limité qu'à la défausse. Je trouve ça Bah- bienvenu, hein, parce que pour l'avoir subi ça, d'aller chercher la carte spéciale combo pour me prendre une charge venue des Ah non, mais buissons, pour 3 c'était points, dur. Sansa, je pense que c'est limite un des meilleurs attachements Stark que tu puisses mettre en NCU. Hein. Coûte pas cher, te permet d'aller chercher la bonne carte au bon moment. Bon, là, il faudra faire tourner un peu plus ton deck, donc aller chercher peut-être un peu plus tout ce qui est enveloppe quoi, sur le tableau politique. Moi, ouais. Enfin, en tout cas, les changements Stark de cette fac, sans de ça, pour moi, ça changera pas grand-chose. On la verra autant qu'avant. Enfin, Ouais. par contre, c'est vrai que les grands dash, Ah bah non, mais c'est même plus la peine là, on peut les refoutre, on peut les remettre dans leur boîte, hein, ça sert à rien de les mettre sur la table. Hein. Prends du Berserker ou même pour faire ça, les PLJ Stark, ça coûtera moins cher et Ouais. ça fera quasiment le même taf. Hein. Avec Ah, un Stark c'est ce que Fury, j'ai fait. ouais. Dans une liste, j'ai viré mes grandes haches, j'ai mis des épées liches, ce Ouais. qui m'a permis, en grattant quelques points par-ci par-là, j'ai foutu un 3e NCU. Et voilà. C'est ça. Ouf. Du coup, c'est beaucoup mieux, parce que les grandes haches, là, aujourd'hui, c'est pas possible. Quoi. Ah non, elles sont plus jouables. Là, c'est vraiment pas intéressant. Dommage. Cela dit, pour revenir sur Sansa, je pense que pour les joueurs Stark, ça change quand même quelque chose. Imaginons l'adversaire arrive à t'alpha striker, et là, t'allais chercher ta carte qui pouvait te sauver ou te Oui, permettre oui, de oui. Là, tu subis beaucoup plus quand même. Oui, tu subis, mais je pense qu'elle reste intéressante à prendre. Ah oui, oui. Oui, Quand on voit les futurs NCU Baratheon, ça fait plus équilibré, quoi. Enfin, ça fait. Sansa était très forte avant, quoi. bah, elle est un peu mésestimée. Hein. Tout début, personne ne voulait en entendre parler. Hein. C'est parce qu'il a fallu le temps que certains joueurs arrivent à découvrir les combos de cartes pour pouvoir faire des charges gratuites. Je te charge avec un 6 automatique, et puis en plus je te fais des touches auto ou des blessures auto. Voilà, c'est 2 cartes à avoir en main pour pouvoir le faire. Ouais. Les joueurs n'avaient pas forcément fait le lien au départ, et puis aujourd'hui le lien il est fait, et Sansa elle est essentielle pour ça. Ouais, tout à fait. Elle accélérait la sortie de la combo. Bon, aujourd'hui, il va falloir aller la piocher à combo. Maintenant, elle répète. Il faut qu'elle ait vu les mots pour pouvoir les C'est répéter. C'est ce qu'ils ont mis en Exactement. commentaire sur le site de Simone. J'ai trouvé ça très bon. Je préférais quand même l'ancienne version. Bon. Bref, ouais, non, pour les Stark, ouais, voilà. Rien de spécifique. Je vous dis, à part la mise à mort des grandes haches, il n'y a rien de plus à en dire. Et du coup, on va passer au Lannister. Ça sera encore plus rapide. Lannister, un seul changement. Le géant aussi, encore un géant qui est modifié. Il tape un peu moins fort celui-là. Il a tout fort. Donc une réduction de coût. Je sais pas si on le verra plus ou pas. Bon. Pas facile à mettre en place quand même. Hein. Il faut qu'il soit proche de la ligne de bataille, donc dans une unité qui encaisse bien, pour pouvoir utiliser ses tokens, son ordre pour faire une mini counterplot. C'est pas évident. Bon, après c'est 2 points. Peut-être demander à Almardier, quoi, à la rigueur. Oui. Bah, après, si tu veux faire le riche, tu peux le mettre dans des fils du guerrier, vu qu'ils ont tendance à envoyer du token. Mais ça fait une unité à 10 points. Alors 10 points en Lannister, on est moins frileux que chez le Free Fall qu'on a l'habitude. Ça passe un peu cher. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais bon, c'est 10 points quand même. Il faut que ça tourne autour, quoi. Hein. On va pas s'attarder plus longtemps sur les Lannister. Les neutres. Bon, les Flademen, j'ai lu beaucoup de choses. Tout le monde en a. C'est quoi penser. Tout le monde est déçu. Ils perdent le critical blow. Enfin bon, voilà. Et, en 2 étapes, ils ont transformé quelque chose qui était dans toutes les listes. On avait tous, tous ceux qui jouaient, en tout cas, pouvaient avoir du neutre, avaient leur tank à 2+,
à 10 points sur des objets, puis après c'est passé 3+, donc en cavalerie plus de perforation, quoi, pour briser. Et puis là, bon, ben, ça devient un peu plus léger. Ils sont toujours à 9 points, donc du coup, on se pose des questions. Et puis les joueurs, si on extrapole, tu sors d'une autre et tu le prends, par exemple, en Targaryen, là où tu pouvais l'avoir beaucoup, tu l'as peut-être un peu moins. Et peut-être plus la place à des vétérans ou à des choses comme ça, qui sont certes plus chères, mais où tu as un peu plus de capacité à faire quelque chose. Là, je trouve bon. Je trouve ils les ont bien nerfés pour le coup. Ouais, Voilà. non, enfin, ils les ont mis un peu à leur place parce que c'est vrai que c'était au tout début, voilà, bon, 10 points, mais sur une de plus, tu les plantais sur un objet, ils étaient indéboulonnables, les types. Là, ouais, ça redevient un peu plus raisonnable. Le fait qu'ils aient enlevé, qu'ils aient enlevé le saut féroce là, qui te permettait, quand tu chargeais, de prendre une panique, enfin, ça c'est toujours plus ou moins. Mais le critical blow, tout ça, qu'il ait enlevé, c'est. Ouais, bon, on va dire c'était la petite cerise au kirsch de l'unité. Là, on l'a plus. Est-ce que c'est grave? Non, elle tape quand même toujours aussi fort dans l'absolu. Elle encaisse quand même pas mal, elle a un moral décent. Bon, bah, je pense qu'elle va garder l'utilité qu'elle avait depuis le début de la 1.5. À 9 points, tu vois, moi je me pose vraiment la question, d'autant que le vicieux maintenant, il est vraiment plus qu'en charge, comme la panique. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es en deuxième phase, une fois que tu as tapé et que tu n'as pas réussi à one-shotter, ben, tu te retrouves avec, comme tes grandes haches, presque quasiment, tu fais 8 dés à 3+, basta. Ouais. Ah, si tu fais... Moi, je pense qu'elle coûte un point trop cher en fait, parce que si tu compares avec d'autres cavaleries lourdes aujourd'hui, donc la Lannister ou la cavalerie Tully, tu as une compétence d'impact, donc là on la retrouve effectivement chez la cavalerie Bolton. Par contre, chacune a une règle aussi en plus derrière quand elle est engluée. Donc chez la Lannister, on va avoir suprématie Lannister, et chez les Tully, c'est un boost de morale, je crois, hein. Ouais. Je l'ai pas en tête, c'est un boost de morale. Et là, du coup, t'as quoi avec eux? Oui, t'as peut-être quoi? T'as 2 dés pour taper en plus, mais est-ce que ça vaut un point d'avoir 2 dés pour taper en plus? Je trouve vraiment pas ça énorme, quoi. Bah, non, parce que enfin, tu reprends effectivement les Lannister ou les Tully, ils sont forts quand ils impactent, ou ils ont des jets de bonus lors de la charge, mais c'est ça. après, ils tapent comme des moules, hein, et ils se Ouais, mais défendent pas super bien. Il tape pas 6 dés à 3+, avec 3 d'armure et 6 de morale, en fait. Au final, tu retrouves Ouais. exactement les mêmes statistiques. C'est juste que chez les Bolton, t'as 2 dés d'attaque supplémentaires. Est-ce que ça vaut 1 point de compo? Moi, je trouve que c'est cher payé pour 2 points, pour 2 dés, pardon. Bah, non, parce que les Tully, si je dis pas de bêtises, sont à 9 points aussi, hein, c'est le même prix, hein. Ils sont pas à 8? Non, Oui. ils sont à 9. Ah, j'ai une connerie. D'accord, bon. Non, autant c'est pour ça que je te dis, pour le même coup, t'as 2 points, t'as 2 dés en plus. Bah, mais Pour moi, l'attrition, les Flayed Men sont plus balèzes que du Tully ou du Lannister. Ouais, mais les Tully vont t'apporter, comment ça s'appelle, Ouais, ils ont le bonus boost de morale. la bulle de morale qui te met plus Ah. 1, mais ça, tu l'as tout le temps, que t'es chargé ou pas chargé. Oui, mais du coup, ça justifie aussi un coup à 9 points, tu vois. Alors que là, pour la cavalerie Bolton, franchement, bah moi, si jamais je veux une cavalerie lourde et que je joue Stark, bon, j'aime pas la cavalerie Je pense lourde en qu'ils auraient pu général. au moins garder le critical blow, quoi, histoire de garder vraiment un truc qui permettait d'engluer et en plus de taper assez fort, quoi. Ouais, je pense que le critical blow de série, de base, ça aurait été pas mal. Ouais, ça aurait été bien. Ils doivent payer le fait d'être accessible à quasiment toutes les factions, hein. Je pense C'est que possible. C'est possible. Peut-être, Ouais. ouais. ce point en plus, ça doit être ça, c'est une taxe en fait. Mais c'est possible. c'est un débat qu'a lancé justement le Lapin sur le forum sur la problématique des neutres et leur coût, comment Simone gère ça, et c'est pas évident. Et je pense que cette transformation progressive vers le bas de cette unité-là est due un peu à ça, quoi. C'est toujours difficile d'avoir des unités qui sont accessibles à toutes les armées et en plus de faire une armée à part entière, quoi. C'est très difficile à équilibrer et à game designer, quoi. Après, est-ce que la sortie des Targaryens n'y est pas pour quelque chose aussi? Aussi. Je pense. Parce que des Flayed Men chez les Targaryens, ça donnait pas mal quand même. J'avais franchi le D3, quoi. Ouais. Voilà, puis on arrive, c'est un peu comme. Alors lui, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière avec Varys. Ah, oh là là, Voilà. Ouais, non, mais à 5, il était bien, quoi. Pourquoi ils l'ont remis à 4?
Pour moi, 5, c'était son bon coup. Ouais. Bon, à 4, il rentre dans une liste avec Tyrion et Walder, quoi. C'est bien, c'est pratique. En fait, le problème, c'est que à 5, on se posait la question de le jouer, on le voyait beaucoup moins, mais on le voyait toujours. À 4, il va revenir à incontournable, en fait. Exact. Ouais. C'est ça, c'est dommage. Après, avec la sortie des NCU Baratheon, dont on a pu voir certains personnages, alors fait. bon, à part Mélisandre, hein, mais les autres, il va pouvoir faire des choses dessus. Donc, c'est peut-être comme ils ont anticipé, certainement. Enfin, je pense, je m'avance peut-être. Faut espérer. Oui, voilà, on va dire que oui. Ils ont anticipé. De sources sûres, ils ont anticipé et voilà, l'arrivée des NCU Baratheon qui ont l'air très sérieux. Ouais, tout à fait. Et bien justement, on va continuer avec les Baratheons. Aucune mise à jour. Cette version. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Pareil pour les Targaryens. Et donc l'autre gros changement, c'est pour la Night Watch. Le Watch Captain qui revient à sa bonne place. Oui. Je trouvais qu'il était beaucoup trop cher, alors qu'il était pas mal. En fait, hein, il a un effet qui est vraiment très très intéressant à la base. Bon, l'effet a été changé, mais il aurait de base juste réduit le coût à 1 sans changer son wording, ça aurait été très bien, quoi. Je pense qu'en fait, au final, t'as pas spécialement envie d'avoir 2 vœux sur la même unité, en fait. Non, on parle bien du même, hein, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Celui-là. Je pense qu'en fait, le souci, c'est que la majorité des joueurs Nightwatch n'avaient pas spécialement envie d'avoir 2 vœux sur la même unité en général. T'en as un qui se déclenche et ça te suffit. T'as même plutôt tendance à avoir envie de les dispatcher sur tes unités pour qu'elles soient toutes renforcées. L'effet qui était intéressant initialement chez lui, c'était le fait de faire tourner ton deck, en fait. Hein. Tu prends les 3 premières cartes de ton deck, tu choisissais un vœu parmi ces 3 cartes et tu l'attaches à cette unité. C'était la manière dont il était designé initialement, c'était aussi un moteur le moteur pour faire tourner ton deck. Pour faire tourner ton deck, t'as beau One March, quoi. Je veux dire, là, pour. Si tu pouvais coupler les deux, t'avais un truc vraiment très très fort. Le problème, c'est qu'il perd son coup, il perd sa capacité. Voici que débute ma garde, qui était intéressante. Et il a gardé effectivement le fait que tu puisses avoir 2 vœux attachés. Mais bon, après, c'est pas mal quand même. Hein, son petit ordre là, il peut t'aider dans pas mal de situations. Tu as le bon vœu, t'as pas qui veut bloquer ton D3, ou tu veux avoir plus de dés. Je crois que l'un c'est les lettres, l'autre c'est l'épée dans l'ordre. Si je me trompe pas. C'est quand même c'est pas mal, et puis sa réduction de coût en points fait que maintenant ça peut être une option dans les listes Night's Watch, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, il y a d'autres réductions de coûts, de l'amélioration du Scorpion. Je pense que c'est pour compenser l'augmentation de coût des Sword Brothers. Ouais, peut-être bien. Parce que cette amélioration a été déjà jouée très régulièrement. Donc il n'y a pas de raison qu'il la rende encore plus accessible qu'auparavant, puisqu'elle a été déjà jouée. Donc je pense que c'est vraiment juste pour compenser l'augmentation de coût des Sword Brothers qui sont passés de 6 à 7 points. Ça leur a fait les pieds de passer à 7 points. Je trouve ça très cohérent. Ah oui, non, mais elle était vraiment trop forte, cette unité. Je pense qu'ils en aient augmenté le coût. C'était plus que justifié, quoi. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas? Ouais, enfin, par rapport à... Pas sur le Sword Brother, hein, tout a été dit et bien dit. Mais oui, sur Mormont, qui était quand même dans le starter de la Night's Watch, le commandeur qu'on voyait rarement, quoi. Tout le monde était sur Jon Snow, mais là, du coup, Mormont, il devient... les deux versions et la version commandant sont pas mal, du coup. Plus de en morale en version générale. Avoir 2 vœux sur l'unité, alors bon, même problématique que le Watch Captain, mais compter comme contrôlant toujours toutes les zones pour les effets de vœux sur l'unité. Mais au moins, ça peut poser des questions au joueur Nightwatch, quoi. Est-ce qu'on l'intègre, est-ce qu'on l'intègre pas? Il y a les conscrits aussi qui deviennent insignifiants, c'est intéressant pour eux, ça permet de les ressortir un peu plus et de ne pas jouer que l'attachement qu'on a avec les conscrits. Et surtout, ils peuvent maintenant avoir des vœux. Aussi, ce qui était moi je trouve qu'aujourd'hui, une unité à 4 points qui devient insignifiante et qui peut bénéficier des vœux, je pense que ça devient un vrai choix vraiment intéressant chez un Nightwatch qui permet en plus d'avoir un peu de nombre sur la table. Ça te fait une activation, ça te permet de tenir un objectif en fond de cours. Tu mets le vœu qui permet de bloquer, je crois que c'est des 3 touches là, ils ont un vœu comme ça. Tout à fait. Qui est très pénible. Plus leur capacité innée de renforcement, enfin, t'as une unité qui est pas vilaine. Hein.
Et puis ils sont pas du tout ridicules. Et alors le fait qu'ils soient devenus insignifiants, je vous avouerai que moi, en tant que sauvageon, je suis très très triste. Hein. T'es jaloux. Bah, carrément, ils ont des trucs insignifiants qui tapent et qui encaissent mieux que mes raiders. Je Ouais. suis super triste, quoi. La petite déception, c'est les Ranger Hunter, qui est pour moi une unité qui pourrait avoir un bon potentiel, mais qui coûte juste 10 fois trop cher, quoi. 8 points, même s'ils ont refait le wording dessus. Alors ok, paire d'opportunistes, ils gagnent tir rapide, mais c'est 8 points, quoi. Ouais, mais il t'envoie 14 dés quand même, hein, sur une Ouais, mais activation. 8 points, quoi. Oui, mais ça se voit dans une économie de faction. La Watch, c'est de l'élite. À part les conscrits, bon, mais qui est un cas à part. Mais Ouais. la Watch, c'est de l'élite. Tu as des cartes qui vont les vœux, qui vont les aider, ainsi de suite. C'est vrai que c'est une unité qui, tu vois ses stats défensives, 5 en armure, 6 en morale. Bon, 6 en morale, c'est très bon. Mais 5 en armure, tu te dis, c'est quand même un peu Ouais, fragile. c'est un peu léger, hein. Ouais. Et puis en fait, c'est un peu je pense, enfin, la même prise en main que les filles du bâtard chez Bolton. C'est Ouais. des unités, il faut vraiment bien les maîtriser pour faire la différence avec. C'est sûr, si tu fonces avec, tu les fais traverser le champ de bataille et tu te dis, bon, mais je vais one-shot une unité, il y a peu de chances que tes rangers. Non, mais je les mets en concurrence avec les pisteurs paludiers qui ont qui ont presque les mêmes stats, mais qui sont beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup moins chers. Là, 8 points, moi, je les trouve trop chers. Ils auraient dû Attends, baisser le coût des Ranger Hunter. Tes pisteurs paludiers, ils touchent à 3+. Je sais plus. Non, je crois que c'est 4+. Attends, Ouais, je c'est du dirais. 4+, parce que là, t'as quand même 7. Alors, en plus, que ce soit tir au corps à corps, t'as les mêmes caractéristiques. Hein, c'est du 7, 6, 5. Ouais. Les deux touchent à 3+. C'est du costaud, quoi. Je veux dire, effectivement, si tu les compares avec des filles du bâtard qui font à peu près la même chose, déjà, les filles du bâtard tirent qu'à 4 dés. Ouais, c'est à à 3+. 10 dés max. Là, t'es à 7 dés 3+. Derrière, tu vas pouvoir aussi taper au corps à corps. Je veux dire, dans tous les cas, tu es hésitant sur cette unité parce que tu sais qu'elle peut te meuler en mêlée ou elle peut te meuler au tir. C'est pas si évident que ça, quoi. Après, effectivement, c'est une unité un peu fragile, mais voilà, c'est une unité de harcèlement, de hit and run. Et en plus, Après, ils ont mis les compétences pour Je aller dis, moi, avec, ce quoi. qui me gêne, c'est juste leur coût en points. Je les trouve beaucoup trop chers. Alors, on prend sur les pisteurs paludiers. Alors, effectivement, ils touchent que sur du 4+. Mais eux, ils bénéficient effectivement de tirs rapides. Et avec le bon attachement, donc ils passent seulement à 6 points. Ils ont en plus opportunistes. Donc, moi, je les trouve encore un peu trop chers. Voilà. Ils mériteraient de baisser un peu en prix. Oui, et bon, ça peut se réfléchir, mais bon, en tout cas, moi, je trouve que aujourd'hui, c'est une unité qui est pas inintéressante. Et je pense que, ouais, ils ont envie que les joueurs s'y intéressent et ils la boostent. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va voir si on les renvoie sur les tables ou non, quoi. Voilà, je suis pas persuadé. Ils auraient eu une baisse en points, peut-être. Là, je suis pas Je sûr. pense que la difficulté, c'est qu'à côté de ça, les autres choix, ils sont simples à jouer et évidents. Oui. Ouais. Alors que celle-ci va demander vraiment de la technique. Et est-ce que ce sera payant? Ça, je sais pas. Autre gros changement pour la Nightwatch, ça va être Ghost. Non, c'est pas un gros changement, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Il n'est pas capable de prononcer des vœux. C'est tout. Voilà. Non, mais c'est bien, il arrête ses attaques qui te mettaient 4 patates là et que tu pouvais rien faire. Ah, C'est c'était bon, à un infâme. moment donné. Sans armure. C'était infâme. C'était Ah, non. Grégory les gagne, quoi. Donc Ah, je sais là, non, c'est pas mal. Voilà, ils l'ont remis à sa place. Ils auraient dû réduire le coût, je trouve. Hein. Trop cher. Bah, disons qu'un monstrueux loup-garou, c'est devenu un gentil toutou. Exactement. Ouais. Ouais, bah voilà, bah, il est devenu comme les loups stars, quoi. Là, c'est Ils sont sympas. Ouais. c'est ça, voilà. Ça décore la table. Attends, il y a quand ça même prend de sa l'objectif quand même. Hein. Oui, oui. Et sa capacité est toujours pas mal. Et le lien avec Jon Snow, ça permet de faire des choses. Certes, effectivement, maintenant, il ne saute plus les armures. Mais c'est une autre utilisation, quoi. Effectivement, c'est pas le missile. Tu le joues plus Exactement. en force d'appoint de disruption. Donc il revient à son rôle premier, j'ai envie de te dire. C'est l'aide, la petite aide supplémentaire dans ton armée, voilà. Mais c'est pas devenu une unité à part entière qui va faire le café toute seule, quoi. D'autres points à voir sur la Nightwatch? Non, on a fait l'essentiel. Ouais. On va conclure sur cette 1.5.1. Personnellement, je la trouve
toujours positive. La seule chose, enfin ça va dans le bon sens, la seule chose qui me choque et qui me gêne, c'est ces mises à jour très rapides des mêmes unités entre 1.5 et 1.5.1. Je trouve que ça fait brouillon. Voilà, ça me surprend un peu. Alors, on peut dire, oui, mais comme ça, ils corrigent rapidement leur erreur, mais Après, je m'étais posé la même question que toi, parce que j'avais fait la même. J'avais pensé effectivement exactement la même chose, mais ce que je me suis dit, c'est aussi, je crois qu'ils ont prévu de pas faire d'autres mises à jour avant 1 an. ah bon? Je Oui, crois, il me hein, semble, je crois. on a Et entendu du la coup, même chose, je crois. je pense que de vouloir revenir très vite là-dessus, c'était pour essayer en tout cas d'avoir une année de tournoi un peu saine, un peu plus lisse, avec des erreurs qu'ils avaient déjà identifiées, de les corriger tout de suite, pour pas avoir besoin d'y revenir pendant 1 an. En tout cas, bah, j'espère, hein, je croise les doigts, que pendant 1 an, ça va être tassé, ça va être calme, qu'on va pouvoir explorer ces dernières mises à jour et les nouvelles sorties, et qui pourront remettre la main à la pâte et faire les correctifs l'année prochaine, quoi. D'accord, oui, oui, ok. C'est clair que s'ils veulent se donner un an de stabilité, ok, je peux comprendre. Ouais. Ah. Après, il faut voir si effectivement ça tient bien la route, hein, et s'ils s'y tiennent. Bah, ça Ici, sera les futures sorties qui nous le diront, hein. On verra ce qui va sortir chez les Baratheon, on verra les prochaines sorties Targaryen. à Targaryen notamment, qui elle risque de bouleverser un peu aussi certaines choses, je pense. Donc, Je sais pas si. Oui, bon, ça avait déjà été annoncé au préalable, mais on le savait plus ou moins. Mais pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Cannes, dont je n'étais pas, ils ont annoncé donc le mammouth pour le peuple libre. Enfin, les joueurs qui étaient sur place ont pu voir la figurine, je crois, et les dragons. Alors, il n'y a pas de date, mais ça a été confirmé par Simone. Donc, cool mini or not. Sinon, ça fait prénom. non, mais Simone, moi j'aime bien, je trouve ça très rigolo. Ouais, Simone. Ouais, ouais, c'est bien Simone, hein, ça Alors, change. je vote Simone. Ok, bon, on garde Simone alors. Voilà. Et donc voilà, effectivement, ce que tu disais, c'était juste. Alors ils ont prévu de stabiliser, je pense, hein, cette fac, elle va poser les bases d'un jeu pendant 1 an. Mais donc, est-ce que les sorties Baratheon, là, on a déjà vu quasiment tout, des boîtes héros 1 et 2, sauf les cartes les cartes tactiques. On en a vu certaines. Mais après, il y a la boîte des héros Targaryen, dont on a eu le visuel. Les Immaculés. Hmm. Est-ce que ça, les unités, elles sont déjà travaillées pour s'intégrer parfaitement dans la 1.5.1 ou est-ce qu'ils vont s'apercevoir que finalement il y a un trou dans la raquette et est-ce qu'ils se permettent peut-être pas la possibilité d'un micro-correctif d'ici 6 ou 7 mois, une fois qu'ils auront un peu de retour? Je sais pas. Après, il y a eu beaucoup d'annonces pour eux aussi pour cette année, puisqu'ils ont aussi annoncé qu'il allait y avoir du jeu compétitif supporté par leur application. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Bon, ils ont de l'ambition, ils ont envie de suivre leur jeu. Voilà, bon, faut espérer qu'effectivement ils arrivent à stabiliser un petit peu les correctifs et qu'ils arrivent à avoir assez de recul sur les playtests et à bien se projeter sur les sorties, parce qu'on sait aussi qu'il va y avoir 2 armées encore dans cette année, quoi. Après, j'ai envie de dire, si on regarde ce qui se fait un peu chez Games Workshop, ils sont toujours en train de réajuster aussi. Donc là-dessus, à la limite qu'ils réajustent, c'est pas trop grave, hein, j'ai envie de dire. Moi, ce qui me fait peur quand même, c'est est-ce qu'ils vont être en mesure, et là c'est surtout Asmodée, de distribuer correctement le jeu maintenant. Ah oui, ça. Et le problème, il est là surtout. C'est pas tant à la limite qu'ils fassent des correctifs, qu'ils fassent des mises à jour, j'ai envie de dire. Voilà, si on suit un peu le jeu, c'est pas très compliqué de se remettre un peu dans le bain. L'avantage de l'application, c'est que tout est faqué rapidement. Bon, par contre, les cartes qu'on a eues dans nos boîtes, on peut déjà les jeter, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, en tournoi, pour ma part, ce que je fais, si je viens avec ma liste imprimée, je m'embête plus avec mes cartes. De toute manière, elles sont plus bonnes. Je joue en Stark, il n'y en a plus une qui est imprimée correctement. Donc, ça, c'est pas trop grave. Là, c'est plus la distribution, en fait, qui risque de poser problème à terme. Sachant que, bon, Simone, ça se passe pas trop mal, mais du côté de FFG, en ce moment, c'est pas la fête, quoi, hein. Il y a l'organisation des missions,
Embauche, d'ailleurs. Ouais, je pense qu'à un moment donné, quand tu as eu une politique où tu t'es vu aller un peu trop loin et alors que tu n'avais pas les épaules, bon, Après, FFG, à la limite, ça n'a pas d'impact sur notre jeu. non. Euh, mais par contre, c'est vrai que les relations de Simone avec, Asmodée sont plus compliquées, quoi. Des retours qu'on a eu des joueurs qui étaient au Fige à Cannes. Mais là, je fais le parallèle avec FFG. FFG, quand c'était Edge qui s'occupait de la distribution en France, il n'y avait aucun problème. On avait les sorties relativement en temps et en heure. On n'avait pas un gros décalage avec les US. Les traductions se faisaient assez rapidement. Il n'y avait pas eu de souci. C'est devenu problématique, la distribution de ces jeux-là, dès l'instant où c'est Asmodée qui a mis son nez dedans, quoi. Et on espère que ça sera mieux que pour Simone. Enfin, Oui. que ça va s'améliorer, quoi. Et sans compter les éventuelles conséquences d'un ralentissement économique en Chine avec le coronavirus aussi, qui pourrait éventuellement rallonger encore les délais de livraison, quoi. Alors, si je dis pas de bêtises, oui et non, parce que leurs figurines sont imprimées au Brésil, si je dis pas de conneries. Ah bon? Ouais, Ah c'est oui. pas en Chine. T'as pas D'accord. tort. À Ça, je sais confirmer, pas. hein, il y a peut-être un spécialiste de chez Simone qui nous dira, mais il me semble que c'est fait au Brésil. Quoique oui, ils en avaient parlé quand sur une autre chaîne, ils avaient reçu Nathalie de Simone et le gars de Nicolas de chez Asmodée. Oui. Ils avaient parlé de ça, effectivement, c'est vrai. Sur Commandeur TV. Oui, D'autres avis pour conclure cette fac? merci. Moi, j'ai de fait le nous avoir tour. invités. Ouais, merci pour l'invitation. Non, mais c'est un plaisir Et pour- pour nous. Et pour ce plaisir moment partagé. sympathique. Exactement. Je pense pas que le montage et qu'on diffusera cette vidéo avant Master of Westeros. Par contre, Nicolas, si tu veux nous parler de l'ETC, l'ESC, Oui, alors rapidement, on m'a demandé de travailler sur un rule pack, donc le règlement du tournoi pour l'ETC et l'ESC, parce que comme vous savez, donc il y a il y a le trône de fer finalement, on l'a eu à l'ETC et l'ESC cette année suite au schisme avec Warhammer 40 000. Je rentre pas dans les détails, ça ne nous concerne pas. Et on m'a demandé de travailler sur le rule pack. Donc, du coup, avec quelques autres, c'est en cours de rédaction pour notamment organiser le jeu par équipe. Parce il y aura en équipe de 4 normalement, si le format est à peu près figé à ce stade-là. Donc, il faut travailler un peu sur le système de pairing, de construction d'armée, de minimum de limitation quand même, éviter d'avoir 3 Walder frais dans une faction. Enfin, je parle de lui parce que c'est ce qui peut venir à l'esprit le plus rapidement. Donc voilà, c'est en cours. On travaille dessus et on espère. Alors Martial Aydarian m'a demandé que ce soit livré, ou en tout cas que le premier jet soit déposé, qu'il l'ait pour le Master of Westeros. Donc je essaierai de lui remettre en main propre à ce moment-là. Voilà. Donc je travaille dessus en ce moment. Et nous travaillons dessus, je ne suis pas tout seul. et par contre, les inscriptions sont déjà ouvertes. Oui, tout à fait, sur le T3, Et ça se remplit bien. ça se remplit. Ouais, ça va, c'est pas mal. Non, mais je pense que le trône de fer peut avoir de l'avenir sous réserve que les joueurs puissent acheter correctement les figurines, quoi. Ouais. Là, actuellement, pour avoir les dernières sorties, faut se lever tôt, quoi. On est d'accord. Faut commander aux States. En fait, le bilan carbone est catastrophique. Donc, voilà. Les boîtes de l'autre bout du monde, c'est comme ça, mais Non, mais surtout vu l'utilité des cartes d'unité, j'ai envie de dire qu'ils arrêtent de faire les traductions, si c'est que ça le problème. Et qu'ils arrêtent de nous mettre 3 tonnes de cartes dedans. De toute manière, t'as à peine déballé ta boîte qu'une semaine après, ta carte est plus valable. Après, il faut penser aussi que quand tu fais un jeu, il n'y a pas que les compétiteurs. Là, a priori, donc on est 4 gros joueurs qui écumons les tournois. Donc, effectivement, nous, on peut se passer des cartes, on peut souvent jouer en anglais, etc. Il faut penser aussi qu'il y a tout un public, allez, on va mettre de grosses guillemets, d'invisibles, des gens qui jouent entre amis, en famille, juste pour le plaisir de sortir les figurines. Moi, je sais que par exemple, dans mon association, j'ai 4-5 joueurs. On est 2 à faire du tournoi. Hein. Les autres, les mises à jour même, ils jouent sans en fait. Ils déballent leur jeu tel qu'il est à l'origine.
On joue avec la 1.2 du livre de règles ou la 1.3. Ouais, bah c'est ça, tel que c'est sorti dans leur starter, et tel qu'ils ont leur carte imprimée, et aller voir la mise à jour, ils s'en fichent, parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est mais juste ça profiter du jeu, en fait. Je pense que même pour la plupart de ces jeux-là, qui localisent les starters, oui. Mais après, les boîtes d'extension, c'est pas très très grave, quoi. Faut que ça reste un produit d'appel, effectivement, qui est dans la langue maternelle. Donc, que ce soit les corsets ou les starters de faction. Mais après, le reste, il ne devrait même plus mettre de cartes dedans, limite, quoi. Tu passes par l'appli, terminé, quoi. Ouais, traduire l'appli peut-être. Dans ces À la cas-là. limite, ça, ouais, Je ça pense- sera un gros plus. Je pense ça. que ça, ouais, traduire l'appli, ce serait vraiment un très bon plan, ouais. Tout à Ouais. fait. Du coup, effectivement, et ça réglerait le problème de l'obsolescence de certaines cartes et les problèmes de traduction, impression, ainsi de suite. Ouais. J'espère que vous aussi, téléspectateurs, vous avez passé un bon moment avec nous quatre. Peut-être qu'on se croisera dans les prochains tournois. Ça sera avec plaisir. En tout cas, nous quatre, on sera au Master. Ouais. J'ai justement 2 boîtes de grandes haches à donner, si vous voulez, enfin, à vendre. À donner. Ah merde. À vendre, Ah, à si vendre, c'est à vendre. Mais voilà, moitié prix. Ouais, je ne me mettrai pas au Stark pour autant. Sur ce, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Salut tout le monde. Allez, sur les généraux, bye.